Donc on va prendre le temps de parler des différentes formes de repos pour restaurer l'énergie. C'est vrai que par réflexe, généralement un réflexe consumériste, on pense que l'énergie, ça vient de ce qu'on peut absorber de l'extérieur, notamment des aliments qu'on va pouvoir consommer, que ce sont les macronutriments, que ce sont les micronutriments et autres enzymes qui nous apportent de l'énergie, qui sont notre source principale d'énergie. Mais c'est une grave erreur, et surtout une grave incompréhension physiologique. Ces éléments-là sont évidemment importants, vitaux, mais ce sont nos carburants. Donc, au même titre qu'un moteur doit fonctionner avec un carburant, il va fonctionner plus ou moins efficacement et durer plus ou moins longtemps selon la qualité de ce carburant. Pour prendre l'exemple d'un moteur, par exemple de voiture, un moteur à explosion, lui il va fonctionner s'il fonctionne sur essence. Si on va mettre du gasoil, ça ne va pas marcher, ça sera inadapté. Et si vous mettez de l'essence mal raffinée, eh bien ça marchera moins longtemps. Donc ça c'est pour ce qui est lors de la comparaison du carburant. Mais il y a une énergie qui est développée par le carburant qui fait tourner le moteur. Alors pour se convaincre que l'énergie quotidienne ne provient pas de l'alimentation, il suffit simplement de vivre l'expérience du jeûne. C'est-à-dire on n'apporte pas d'éléments extérieurs au corps, si ce n'est de l'eau, mais qui est très pauvre en nutriments. Il y a quelques minéraux, oligo-éléments, et la plupart du temps non colloïdaux. Et donc vous aurez peu d'éléments pour faire tourner le corps. Or, il va quand même fonctionner. Il va fonctionner plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours. Parce qu'il tient sur des réserves énergétiques. Sans problème. La véritable énergie provient du repos. Mais le repos n'est pas un acquis. Et dans le monde moderne dans lequel on évolue, c'est souvent une quête, voire pour certaines personnes un Graal. Ceux qui sont en fatigue chronique ou en burn-out, on va dire, quand on parle de repos, ça sonne presque comme une insulte, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre pour X ou Y raison, ou alors quand on est en surmenage de travail. Je pense qu'il suffit d'observer par exemple les familles monoparentales anglo-saxonnes pour se rendre compte qu'avec un système social peu développé, les gens cumulent 2 voire 3 emplois, n'ont pas le temps de s'occuper de leur santé, vivent de fait dans les transports, dans le stress chronique, et quand on parle de repos, je dirais ça devient un problème de riches, mais c'est pas leur problème. Donc ça devient aujourd'hui cette notion de repos avec un R majuscule et un double S, des repos, ça devient un problème. Or, ça devrait être la chose la plus simple qui soit, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus abstrait. On ne sait plus trop ce qu'il y a derrière la notion de repos, parce qu'en définitive, on ne sait plus trop ce qu'est la suractivité, l'activité, on est dans un flou, parce qu'on n'arrive plus trop à se ressentir. Donc on va essayer de détailler ce qu'est le repos. Donc je disais que beaucoup ne sentent pas cette fatigue, car le stress stimule aussi le système nerveux. Donc beaucoup de personnes ne sentent pas la fatigue parce qu'ils tiennent à la tension, au stress. Et c'est la même chose, j'ai remarqué ça auprès des dirigeants et des auto-entrepreneurs, enfin des entrepreneurs de manière générale, qui sont passionnés, dévoués à leur passion, ou ça va être la même chose pour des hobbies, des loisirs. La passion couvre la sensation de fatigue. Et ça, je l'ai vu. Et là, du coup, généralement, la fatigue chronique et le burn-out arrivent, c'est on-off. Du jour au lendemain, on se lève plus. Ça, je le constate de plus en plus, sur des dirigeants qui me disent « Mais non, je suis à fond, j'adore, mon activité marche bien, je rencontre des super personnes, je voyage. » Évidemment, toujours dans la prévention, baisse le pied, fais attention, tu as une compensation nerveuse, tu as une compensation hormonale. Essaye d'avoir de la vigilance. Non, ça roule, et puis moi, tu sais, c'est ça qui me tient, c'est mon travail. Bah oui, mais le problème, c'est que ça devient une béquille au bout d'un moment, parce que ça occulte tout le reste, y compris le ressenti personnel, et au bout d'un moment, comme toutes les réserves, ce n'est pas inépuisable. Et à un moment donné, cette réserve nerveuse se tarit, et c'est vraiment le bouton on-off. On était à fond le mardi, et le mercredi matin, on peut plus se lever. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, et c'est pas un événement qui s'est produit pendant la nuit, c'est quelque chose qui s'est détérioré, qu'il faudrait le voir comme un câble
qui se délite, là, qui s'effiloche avec le temps, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, oui ça tient, puis à un moment donné ça tombe. Mais c'est pas le dernier morceau qui était problématique, le dernier morceau de câble qui était problématique, c'est tous les autres qui se sont effilochés à mesure du temps. Et donc moi la fatigue, parce que j'observe, c'est vraiment ça. Mais elle est masquée. Elle est masquée par des stimulants comme le café, comme le thé, comme les boissons énergisantes, comme les super compléments alimentaires, les super aliments, l'alcool et plus globalement toutes les drogues en tout genre, dont la consommation de tous ces produits-là ne cesse d'augmenter de manière exponentielle. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens, moi que je dis, bon alors, vous vous sentez fatigué? Non. Ils vont prendre 8-10 cafés dans la journée. Donc je demande à ces personnes d'enlever les cafés, donc après les maux de tête passés, parce que bon, vous le savez, hein, évidemment, hein, comme toutes les études le disent, le café n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs pour ça, quand on l'arrête, on a des maux de tête, comme quand on se sevre d'une drogue. C'est bien la preuve que c'est pas mauvais. C'est très ironique, hein, ce que je dis, évidemment. Mais quand on fait l'expérience de se sevrer de café, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Quand vous sevrez d'un aliment ou d'autres choses qui ne sont pas toxiques, vous n'avez pas mal à la tête. Donc on peut tenir grâce au café, mais quand on l'enlève, eh ben là on n'est plus capable de mettre un pied devant l'autre, parce qu'on tient avec des béquilles et des stimulations permanentes. Et je vois même des personnes qui arrivent à se délecter d'un petit café avant d'aller se coucher. Donc là ça veut dire que le système nerveux est complètement à plat, et que ça clignote un peu rouge. Donc grande vigilance là-dessus, et donc le fait d'augmenter, de dire bah tiens je vais prendre une petite boisson énergétique le week-end pour aller faire la fête, je vais me prendre une clope, ça me donne un coup de fouet, je vais prendre du café, je vais prendre un peu d'alcool aussi, je vais prendre mon thermos de thé, et puis bah, dans certaines grandes entreprises, bah, c'est adapté de prendre un peu de cocaïne aussi pour pouvoir faire des heures sup, et puis pour être dans la performance et dans le rendement optimum. Donc là ça devient un problème. C'est-à-dire que si on prend ces substances-là, et à plus forte raison quand c'est de manière régulière, c'est que ça masque violemment une fatigue, et évidemment vu que ce sont des éléments toxiques, ça creuse le lit de la fatigue en épuisant le système nerveux, et évidemment en intoxiquant le système et les cellules de manière générale. Alors on va voir, on va essayer de décrire, je pense que ça ne sera pas exhaustif parce qu'il y a toujours plein d'autres choses, et puis là c'est un peu comme ça me vient, mais on va voir les différentes formes de repos qui permettent de récupérer de l'énergie et d'augmenter notre capital énergétique. Bah, la première, qui est la plus évidente, c'est clairement le sommeil. Alors ça paraît bête, sauf que dans les anamnèses que je peux faire, pour choisir la question du sommeil, je demande combien dormez-vous, et frère Jacques, et puis là on me répond une valeur, et puis je demande combien de temps auriez-vous besoin, de quelle récupération. Donc là les gens entendent ou pas la question, certains arrivent à me donner une réponse, puis d'autres je dis en fait quand tu ne mets pas de réveil, combien de temps de sommeil as-tu en plus, que ce soit constaté sur un week-end ou en vacances. Et en général il y a au moins 1 heure d'écart. Et au minimum 1 heure. Généralement, c'est plutôt 1h30, enfin, c'est souvent 1h30, mais bon, c'est à tempérer parce qu'évidemment, je vois beaucoup de gens fatigués. Donc, si je dis 1h30, c'est un peu lésé, comme si je disais tout le monde est en mauvaise santé, parce qu'évidemment, un praticien de santé, naturel ou normal, voit de fait des gens qui ne sont pas en santé optimum. Donc, on va dire 1 heure en moyenne générale. Sauf que cette heure-là, si on la répercute sur une semaine, eh ben, ça fait 7 heures de dette de sommeil. Donc, 7 heures, ça fait une nuit. Et sur un mois, ça fait juste 4 nuits, ce qui est énorme. C'est absolument énorme de se dire qu'on est en dette de sommeil d'une nuit par rapport à son besoin. Donc forcément, on devra mettre en place un système de compensation par rapport à cette énergie qui n'est pas retrouvée. Alors, bien dormir, c'est quoi? Déjà, c'est de connaître ses besoins en volume horaire. Ça paraît tout bête, mais c'est peu le cas. Donc c'est d'adapter, de dire, en fait, là je me lève à 7 heures, mais je sens que ça devrait plutôt 8 heures, il faut simplement se coucher 1 heure plus tôt. Ça paraît bête, mais c'est rarement fait en définitive, parce que on essaie toujours de compacter un maximum de choses le soir qu'on n'a pas le temps de réaliser dans les rythmes hyper soutenus qu'on a dans nos quotidiens. Donc bien dormir, c'est avoir une bonne chambre. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne chambre? Une chambre qui est dédiée à ça. La chambre, elle est faite pour restaurer son énergie. Donc une chambre propre, bien rangée, avec un lit d'un bon confort, des draps sans matière synthétique, de l'air qui circule. Il faut toujours un filet d'air pour renouveler l'air, sinon vous voyez bien, vous mettez un poêle dans une pièce qui n'est pas aérée, vous allez voir comment il s'étouffe
par manque d'oxygène, et ben un organisme humain, c'est la même chose. Si on respire notre CO2 toxique, on recrache toute la nuit, évidemment qu'on n'aura pas une récupération optimum, et il suffit de sentir l'odeur d'une pièce de quelqu'un qui est plus ou moins toxémique pour se rendre compte qu'il y a un problème. C'est de bien orienter son lit selon sa sensibilité, il faut qu'il y ait peu de bruit, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de perturbations électriques autour de nous, à plus forte raison si les tables de chevet sont en bois, puis la chambre est en bois et le lit est en bois, parce que le bois est un conducteur électrique, et puis les rayonnements électriques, ça vous pourrez vous mettez simplement un ampèremètre, vous réglez un ampèremètre à la fréquence qui vous permet de mesurer, vous mettez à 5-10 cm de votre lit, vous allez voir s'il y a un flux électrique qui passe. Et vous avez de nombreux migraineux, ou de gens qui disent ne pas récupérer la nuit, qui en fait sont juste sur des ossatures et des structures bois, ou trop près de gaines de passage électrique qui ne sont pas ou mises à la terre, ou dans du câble blindé. Ça c'est vraiment récurrent. Donc ça c'est une parenthèse qu'il est utile de préciser. Et puis surtout le levier le plus important qu'on doit avoir sur le sommeil, c'est connaître ses cycles. Les cycles sommeil durent 1h30, et pour tout le monde c'est 1h30. Mais par contre, si pour tout le monde c'est 1h30, le temps d'amorce des cycles est différent pour chacun. Donc par exemple, moi c'est 10h15, enfin 22h15 ou 23h45, mes heures de sommeil. Parce qu'en définitive, on l'a tous vécu, on va dire, bah tiens, je me suis couché une demi-heure plus tard que d'habitude et je suis plus en forme. Ou alors j'ai dormi plus, mais je suis plus écrasé. C'est parce qu'à quel moment on a basculé dans notre cycle. Parce que ce qui est important dans le sommeil, c'est le sommeil paradoxal. Donc votre premier cycle d'1h30 de sommeil, vous aurez 40 minutes de sommeil paradoxal. Le deuxième cycle d'1h30 de sommeil, vous aurez 20 minutes de sommeil paradoxal. Donc ce qui veut dire que sur les 3 premières heures de sommeil, si vous commencez au bon moment, vous aurez 1 heure de sommeil paradoxal. Cette récupération-là qui est fondamentale. C'est ce sommeil profond-là qui est essentiel. Et donc, voilà, le temps de durée du sommeil paradoxal diminue au fur et à mesure de la nuit. Donc c'est important de bien amorcer ces cycles. Donc si je rentre dans mon sommeil à un moment inadapté pour un cycle, ça va pas être vertueux. C'est pour ça qu'on le voit, des fois on va faire des siestes de 20 minutes hyper régénératrice, et puis on va se réveiller hyper bien avec la forme, puis d'autres fois on va être complètement cassé. Parce que si on commence une sieste dans une période où on est dans le sommeil paradoxal et qu'on la coupe pendant ce cycle paradoxal, et bien évidemment on se réveille au milieu d'un sommeil profond et on peut être que vaseux, et on restera vaseux de nombreuses dizaines de minutes, voire de nombreuses heures. Alors que si justement on fait notre sieste de 20 minutes en dehors des cycles de sommeil paradoxal, là on sera tout à fait optimum, on aura une belle détente. Donc vraiment calculer ces cycles. Alors là vous avez plusieurs outils, je vais pas développer, parce qu'en fait je pense que je vais faire une causerie sur le sommeil, mais là qui va être multicouche, que je vais en faire au moins, parce que ça fait... Alors je voulais faire des causeries, après je voulais faire des conférences, puis on se rend compte qu'en fait le sommeil c'est tellement compliqué, c'est tellement important, il y a tellement de paramètres, de sous-systèmes dedans. Là par exemple, si je parle du sommeil paradoxal, je suis presque obligé de parler du système respiratoire. Et quand on respire de manière buccale, et bien en fait on ne bascule pas en sommeil paradoxal aussi facilement, il faut une respiration nasale. Donc pour les gens qui ont des problèmes de congestion nasale, d'étroitesse de la cloison nasale, on va dire de palais trop étroit, bascule plus difficilement en sommeil paradoxal, le sommeil est moins récupérateur. Enfin voilà, c'est toutes ces interactions là. Donc ça fait une somme d'informations à compiler qui est gigantesque, donc je m'y attelle depuis quelques années pour faire quelque chose d'exhaustif, mais c'est loin d'être défini. Donc le sommeil, en tout cas, grande vigilance, c'est d'une importance capitale. Et donc j'abordais le problème des siestes. Là, faut vraiment pas être dans la culpabilité, parce qu'on a, voilà, faire des siestes c'est infeignant. Faut parler clairement. C'est très mal perçu. D'un point de vue social. Alors c'est toléré pour l'enfant et le retraité. Donc c'est-à-dire quand on n'est pas actif, on a le droit de le faire. Par contre, quand on est actif, ça c'est vraiment mauvais. Et c'est d'une grave erreur. Au contraire, plus on est actif, plus on a besoin de sieste, de récupération. Donc c'est ce qu'on font les Japonais, qui tirent sur la corde comme des malades au niveau du travail. Et donc du coup, eux ont alors c'est des siestes, c'est des box à récupération, on va dire. Je ne vais même pas parler de sieste tellement ça paraît honteux. Donc c'est des box qui font, voilà, on rentre dedans dans son tube, on récupère et puis on repart au turbin faire ses 70 heures par semaine.
c'est le cas en Corée aussi. Enfin voilà, puis ce sont des gens qui ont 2 semaines de vacances par an, enfin voilà, qui travaillent 6 jours sur 7 minimum. Enfin, ce sont des impositions. Donc là, la sieste, je dirais presque qu'elle est déclenchée par l'employeur, qui voit un bénéfice très rapide pour la production de son employé. Mais nous, au quotidien, on a de la chance de ne pas vivre dans ces rythmes-là extrêmement violents. Mais combien de fois j'ai entendu dire « Ah, si je m'écoutais, je dormirais ». Eh ben, qu'est-ce qu'il te faut comme autorisation? Un tampon de la Sécu, un tampon du médecin, un tampon de l'employeur? C'est pas entendable. C'est pas entendable de dire je ne m'écoute pas. Et ce sont les mêmes personnes qui vont dire je suis fatigué. Il n'y a absolument pas de honte et de problème à dormir. Si le corps manifeste un besoin de récupération, il faut lui donner. Parce que derrière, c'est pareil, comme le manque de sommeil, ça sera compensé. Donc c'est hyper important les siestes, alors au moins le week-end quand on est à la maison, ou alors quand on est au repos, si on a la chance de travailler à son compte, je sais pas, faire des siestes. Et puis des fois c'est possible de le faire au travail aussi. Si on a une pause d'1 h 30, il est peut-être possible de glisser une sieste dedans. Après ça va dépendre dans quelle entreprise, dans quel contexte on travaille, mais si c'est réalisable, autant le faire. Pareil, 20 minutes de sieste tous les jours, sur 7 jours, bon ça représente quand même, voilà, on est sur 140 minutes de repos en plus. Voilà, c'est très pragmatique ce que je dis, c'est chiffré, ça paraît presque mécanique, mais il faut raisonner comme ça. Des fois les chiffres sont éloquents, sont plus éloquents que des petites expériences où on dit ouais 20 minutes, qu'est-ce que je vais faire en 20 minutes? Mais c'est le cumul, c'est la régularité qui paye. Autre source non négligeable de repos, ça va être le repos digestif. Parce que là, on se rend bien compte que le système digestif puise entre 30 et 50% des réserves énergétiques de l'organisme. Justement, c'est pour ça que souvent, mais généralement quand il y a de mauvais aliments ou de mauvaises associations alimentaires, on ressent le besoin de faire une sieste. Et c'est là où justement c'est là où on doit se dire, si vraiment l'énergie c'était les aliments, comment expliquer qu'après les avoir mangés, on sente moins bien qu'avant? Il y a un paradoxe. Donc c'est souvent le fait de mauvais aliments, de mauvaise mastication ou de mauvaises associations alimentaires. Ça c'est une chose. Le grignotage aussi. Si on relance perpétuellement le travail du système digestif, on va mettre notre énergie dans cette sphère digestive-là et pas pour d'autres processus. Donc les grignotages sont vraiment énergivores au possible. Et puis en parallèle de cela, comment récupérer de l'énergie au niveau de la sphère digestive? Déjà, évidemment en évitant les grignotages, mais surtout en pratiquant de temps en temps, voire quotidiennement, le jeûne intermittent, c'est-à-dire de laisser une plage pour l'alimentation simplement de 8 heures sur 24 heures, c'est-à-dire sauter un des repas, généralement le petit déjeuner. Et puis ça permet de relancer toute une tas de production d'hormones le matin. Enfin voilà, on va y avoir les cycles du cortisol, les cycles de la testostérone, enfin tout un tas de cycles. J'ai une causerie longue sur le jeûne intermittent où je détaille tout cela, donc je vais pas revenir dessus, mais ça c'est un moyen de récupérer du repos digestif. Puis évidemment le jeûne en lui-même, des jeûnes ponctuels, jeûnes hebdomadaires ou des jeûnes plus longs de manière régulière, là on met au repos complètement le système digestif, donc on bénéficie d'autres ressources pour les autres processus du corps. Dans le monde dans lequel on vit aussi, il y a le repos de polluants. Alors ça paraît bête ou bizarre de dire ça comme ça, mais quand on observe les additifs alimentaires, quand on observe les pesticides, les fongicides, les herbicides, tous les perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans les aliments, dans les contenants plastiques, dans la nature, dans les produits phytosanitaires, dans les polluants d'usine, les polluants de l'agriculture, tout cela, évidemment, ça crée de fortes lésions au niveau humain. On sait aujourd'hui qu'il y a des cas d'Alzheimer, de Parkinson, enfin des atteintes du système nerveux de manière générale, qui sont dues à diverses formes de polluants agricoles ou industriels. Ce sont des pathologies qui pullulent évidemment. Et cela fait dégénérer directement le système endocrinien, le système nerveux. C'est pour ça qu'il y a des profils réguliers sur certains, par exemple, voilà, les maladies d'Alzheimer, Parkinson, la MSA, donc la mutuelle sociale agricole, ne donne pas les chiffres, puisque évidemment c'est en explosion, puis on verra des procès au long cours et hyper médiatisés, ce qui évidemment n'est pas le but, quand on se trouve face à des industries aussi influentes.
Donc il faut se responsabiliser, nous, par rapport à cela, en se mettant en retrait. Dire, bah tiens, même si j'ai pas le budget ou même si c'est pas mon idéologie de manger biologique, je vais manger quand même le plus biologique possible, ou de temps en temps biologique, ou je vais faire attention à pas trop m'exposer aux champs quand il y a des pesticides, je vais faire attention aux perturbateurs endocriniens qui peuvent être dans les contenants plastiques, faire attention aux OGM aussi. Alors je précise pour voilà, ça c'est une source directement qui vient d'endocrinologues, donc là je parle sous le contrôle des connaissances médicales. Vous avez de plus en plus d'enfants et qui ont des pubertés précoces. Vous avez des jeunes filles réglées, jeunes filles. C'est honteux de dire jeune fille pour cet âge-là, mais vous avez des fillettes de 8 ans qui ont leurs règles. Aujourd'hui, vous avez des fillettes de 2-3 ans qui ont des poussées mammaires. Voilà, mais évidemment avec tous les syndromes qui vont avec. Je parle même pas au niveau psychologique. Et donc souvent les endocrinologues disent quelle a été l'alimentation de l'enfant. Et on sait, au niveau médical, puisque là je vous le répète, c'est une source d'un endocrinologue qui dit que les petits pots pour bébés non biologiques sont une source de perturbations endocriniennes. Donc les bébés qui sont largement, voire uniquement nourris aux petits pots ont des troubles endocriniens. Là c'est ce qu'on voit aussi avec l'eau, parce qu'évidemment la pilule contraceptive, entre autres, ne peut pas être filtrée. Donc se retrouve dans l'eau qu'on va consommer au robinet ou dans laquelle on va se baigner. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de poissons qui ont simplement de caractère sexué femelle, et qu'on voit de plus en plus de déficit et d'augmentation d'œstrogènes et donc de déséquilibres hormonaux chez les hommes comme chez les femmes. Donc c'est évidemment de faire attention à l'eau qu'on boit, etc., etc. Donc ça, cette mise en retrait des différents polluants amène un repos du système adaptatif. Ça c'est très important. Derrière le repos physique. Alors ça paraît bizarre parce qu'on valorise l'activité physique, ce qui est très bien évidemment, le mouvement active le système respiratoire, le système lymphatique, ça aère l'esprit, ça sécrète de l'endorphine, évidemment l'activité physique est super, mais c'est comme tout, il y a une limite, et la surstimulation d'activité, notamment l'excès de sport, masque la fatigue, notamment pour la production d'endorphine et aussi par le fait qu'on a l'illusion de diluer un stress. Mais en fait, généralement, quand on est dans la suractivité physique, pas dans l'activité physique, dans la suractivité physique, on rajoute un stress physiologique sur un stress psychologique. Et donc c'est là où derrière on va voir dégénérer des fractures de fatigue ou autres, ou quand les gens peuvent plus faire du sport, je le constate souvent, quand ils ont des entorses, des fractures, il y a des déprimes, mais en fait c'est pas le manque de sport qui crée la déprime, c'est la déprime qui était masquée par le sport. C'est souvent ça. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on est quelque part dans une fuite illusoire, qu'on n'est même pas dans un repos mental pour se rendre compte de notre réel état de fatigue. Donc attention à cela, et si on est vraiment dans un épuisement, dans un stress, plutôt que d'aller dans la suractivité, dans le sport quotidien par exemple, autant privilégier les massages et la détente. Et puis ça va être contre nature, parce que là on va contacter des fois des angoisses, des stress qu'on a envie un peu de mettre de côté. Donc le repos physique est des fois extrêmement salutaire. Autre repos, là on va voir différents repos qui sont imbriqués les uns avec les autres. Le repos mental, donc là c'est ce qui est de l'ordre de la rumination, de la cogitation, de la projection, l'analyse. On va dire tout ce qui fait qu'on fait tourner notre cerveau à plein régime, sur le passé, sur le futur, mais on est rarement dans l'instant présent. Donc on s'épuise, on le sent bien, que quand on réfléchit, on se vide plus que d'être allé faire du sport. Donc le repos mental, je dirais que c'est dans les sociétés modernes dans lesquelles on évolue, c'est presque le repos le plus important, suivi par la nécessité de repos intellectuel. Alors repos intellectuel, là ça va être ce qui est de l'ordre du travail, des études, de l'apprentissage, et puis quelque part aussi de la consommation médiatique. Que ce soit de la lecture, des informations, regarder les journaux, tout ça demanderait une réflexion, puis si vous regardez les informations, c'est un rythme effréné, le pire étant les chaînes d'information continue, où vous avez souvent deux présentateurs, donc qui donnent chacun une source d'information, voire un point de vue. Alors le pire, c'est quand il y a des commentateurs d'actualité, vous avez plein de choses en diffus, vous n'avez pas le temps de figer votre pensée, et en même temps, vous avez un bandeau en dessous qui vous donne d'autres informations. Donc on parle par exemple de je sais pas, de la Coupe du Monde qui va avoir lieu
en Russie. Donc il y a un débat sur les infrastructures en Russie, l'éventuelle forme de dictature et d'omerta des médias sur des choses. Puis en dessous, vous voyez le meurtre et l'enlèvement d'une fillette qui défile en dessous. Donc là, pour le cerveau, ça fait des choses bizarres sur lesquelles on n'a pas le temps de réfléchir parce que juste après la Coupe du Monde, on va passer sur l'économie des États-Unis. Puis en dessous va défiler, je sais pas, les festivités de Dax en période estivale. Donc là, ça fait quand même quelque chose qui est très indigeste pour le mental, très perturbant, puis ça tourne en tâche de fond, forcément, puisque une fois que quand la pensée n'est pas figée, tant que je dirais que l'algorithme n'est pas bouclé, et ben forcément ça nous stimulera. Et le moment où on va recompiler tout ça, ben ça sera pendant le sommeil, virgule, qui ne sera donc pas réparateur. Donc il y a cette nécessité venant de mise en retrait, au moins temporaire, de ces formes de stimulation intellectuelle. Quelles sont les réponses par rapport à tout ça? Eh ben quand il y a du plein, il faut mettre du vide. Donc ça peut être la méditation, ça peut être la respiration en pleine conscience, ça peut être, là quand on a une surconsommation intellectuelle, d'être dans le ludique, dans le léger, dans le futile. Ce qui est très différent que d'être dans l'indolence. Mais c'est de se dire de temps en temps, je vais pas me prendre la tête, je vais regarder un bon Louis de Funès, je vais rigoler, voilà, c'est sûr que c'est pas la dernière enquête d'Enus Lucet qui est vachement bien, mais peut-être que dans la situation où je suis beaucoup stressé, où je vois les choses un peu de manière négative, si je suis encore trop là-dedans, c'est pas être dans la fuite du réel, c'est pas du tout ça, c'est qu'on consomme entre guillemets de manière générale selon nos capacités d'adaptation et nos besoins. Si je suis dans une période où c'est pas cool au niveau nerveux, au niveau intellectuel et au niveau vision du monde, je vais pas m'imposer des documentaires ou des choses exigeantes ou un film hyper intellectuel, voilà, de la nouvelle vague en noir et blanc, très conceptuel. Eh ben si j'ai vraiment envie de me détendre, je vais regarder un film léger, je vais aller voir un concert où il n'y a pas spécialement de message derrière la musique véhiculée, ou en tout cas pas de message social ou politique. Voilà, d'être dans quelque chose qui est très léger et futile. Et encore une fois, ça m'arrive régulièrement de conseiller cela à des gens qui sont trop dans le mental. Ils voient ça comme une perte de temps et une fuite. C'est absolument pas le cas. C'est une fuite quand c'est chronique. De se laisser aller à l'indolence, de dire non, moi je tiens pas compte du monde qui m'entoure, et puis voilà, vive les réseaux sociaux, vive la consommation, la télé-réalité, la musique légère, voilà. Si on baigne là-dedans tout le temps, oui, c'est un problème. Ça, on occulte quelque part le monde réel dans lequel on vit, et on vit dans une forme d'artifice. Donc mais là, c'est un équilibre à trouver. Un repos aussi qui est hyper important, c'est le repos nerveux. Alors là, c'est tout ce qui va être de l'ordre du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, et je dirais aussi de l'agressivité citoyenne, que ce soit en voiture dans les transports en commun, dans la simple politesse quand on fait la queue pour faire ses achats, enfin des choses comme ça. Ça, c'est une source de tension. Et donc il faut la mesurer. Et donc on le voit, quand on vit tranquille à la campagne et puis qu'on va en ville, on se prend vraiment pour quelqu'un qui est déconnecté du monde. Ou à l'inverse, on en prend la mesure quand on vit dans l'agitation d'une mégalopole et on a plus ses repères et on se sent perdu, puis on s'ennuie. Parce qu'on a du mal à lâcher. En fait, l'ennui, c'est du mal à lâcher ses tensions pour être dans la présence. Donc c'est un symptôme. Et donc tout ce qui est stress, anxiété, angoisse et forme d'agressivité humaine, c'est simplement ce qui se pullule, encore une fois, dans les sociétés modernes. Donc c'est une agression énorme. Et puis il faut savoir se mettre en retrait et donc en repos de ces surstimulations-là. Je pourrais parler d'agressivité au travail, qui est de plus en plus avec la précarité de l'emploi, avec le harcèlement moral, voilà, avec le fait que ça devient un milieu extrêmement compétitif et agressif. Donc voilà, toutes ces formes-là, je pense que ça parle à tout le monde. Et donc qu'est-ce qui peut faire office de compensation et de repos? Ça va être la relaxation, avec ses différentes formes, la sophrologie, etc. Puis la CNV, quand on parle de tension avec ses congénères, la communication non violente va aider à réguler la communication, et puis à retrouver des points d'appui en écoutant vraiment les besoins de l'autre. Derrière une agressivité, il y a un besoin non assouvi ou une demande insatisfaite. Et puis le dernier point, ce sont ce que j'appelle, ce que j'ai déjà un peu abordé en évoquant la qualité du sommeil, ça va être tout ce qui est de l'ordre du repos, des stimulations électriques ou électromagnétiques. Pour s'en convaincre, il s'agit juste de s'écouter lorsqu'il y a une coupure de courant. Et on sent qu'on est différent, en fait. On sent des tensions qui ne sont plus présentes.
voir certaines acouphènes, des maux de tête. Enfin, c'est très léger, c'est très diffus, mais je ne sais pas comment traduire autrement que parce que ça se sent. Donc de temps en temps, il n'y a pas de problème à couper le compteur général, ça peut se faire pour la nuit. Il y a des programmateurs aujourd'hui qui permettent de couper certains fusibles, voire de mettre le compteur de manière générale à latteur, de l'isoler fusible par fusible. Ça se fait et c'est extrêmement pertinent. Et puis de manière générale, c'est couper la Wi-Fi autant que possible, couper la 4G autant que possible, couper le Bluetooth autant que possible. De faire attention à l'ensemble des appareils électroménagers qui sont rarement mis à la terre et qui émettent donc un rayonnement, de faire attention aux ordinateurs devant lesquels on est, puis on sent bien qu'il y a des tensions dans la nuque, dans les cervicales, il suffit juste de porter un ordinateur sur soi pour sentir qu'on peut avoir un engourdissement sur la jambe ou autre, qu'il y a un rayonnement électrique ou électromagnétique néfaste, et donc on le voit, il y a des appareils de mise à la terre, généralement c'est avec des pinces, on va pincer l'ordinateur avec du cuivre et puis on va remettre à la prise terre le courant électrique et donc on va l'isoler. Donc ça se fait très bien. Vous avez tout un tas d'appareils, mais il y a la même chose, il y a des couvertures où il est possible de se mettre à la terre qu'on branche sur la terre dans le sommeil. Voilà. Je dirais que il suffit de marcher en forêt, de dormir en extérieur pour sentir ces nuisances-là. Je ne peux pas dire autrement, ou de se mettre de temps en temps en zone blanche. Donc les zones blanches, c'est celles qui ne sont pas pourvues d'électricité pour se rendre compte qu'il y a des nuisances. Je parlais encore la semaine dernière avec quelqu'un qui a fait du travail sur les ondes électriques. Vous prenez, quand on dit qu'il n'y a pas de dangerosité sur les pylônes électriques à haute tension, vous prenez un néon dans votre main, vous tendez le néon et il éclaire. Donc s'il n'y a pas d'électricité dans l'air, comment il éclaire? Peut-être que nous avons un rayonnement électrique magnifique, nous pourrions être notre propre source d'énergie, j'y crois pas trop, en termes d'électricité. Par contre, on va sentir aussi les effets, on va sentir des maux de tête, ou comme une diffusion de décharge. Donc ça c'est un test tout simple, parce que des fois on dit j'y crois pas, mais au-delà de la croyance, il faut aller vers le savoir et la connaissance. Donc vous achetez un néon, vous débranchez un néon chez vous, vous allez sous un pilier électrique, il y en a forcément près de chez vous. Donc ce test-là va prendre 20 minutes, mais ces 20 minutes-là peut-être vont sauver votre perception des choses. Donc après, libre à chacun d'en faire l'expérience. Donc on réclame des réseaux partout, on réclame de la 4G, on réclame de la Wi-Fi, on réclame de toute forme de connexion en permanence, de l'électricité partout. Donc c'est à nous de savoir nous mettre en repos de cela. On ne va pas attendre comme l'amiante d'avoir des études qui nous survalident ça. Il y a des études qui existent, et je rappelle, si tout le monde ne le savait pas, que les assurances déremboursent les maladies dues aux ondes électromagnétiques. Mais je rappelle aussi que ces ondes électromagnétiques ne sont pas reconnues néfastes. Donc il me semble pertinent de réfléchir au fait qu'on ne rembourse pas quelque chose qui n'est pas néfaste. Et la même chose pour l'amiante a été faite il y a 30 ans. Donc libre à chacun d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Parce qu'on a envie de réseau partout, c'est sûr. Mais est-ce que ça répond à des normes sanitaires efficaces? Après, c'est à l'appréciation de chacun de se laisser convaincre de tel ou tel côté. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? À l'égard de tout ce qu'on a décrit, à part pour l'alimentation, on pourrait dire que la plupart de ces sources de nuisances ou ces sources de repos sont invisibles, donc absolument déconsidérées ou au mieux minimisées. Non, le stress c'est pas si important, non, le manque de sommeil ça se compense, non, le surtravail non, les ondes non, c'est pas si néfaste, les pesticides non, ça se voit pas. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible n'est pas considéré, c'est comme ça, mais c'est aussi la vision matérialiste du monde dans lequel on évolue, donc c'est pas palpable. Faut pas le palper, par contre, on le ressent nettement. Et surtout, donc déjà ce sont des sources invisibles, mais surtout ce sont des sources très récentes, donc nous n'avons pas de recul par rapport à leurs véritables effets. On en constate les conséquences sur le stress, sur l'anxiété, sur le manque de sommeil, mais on est en découverte.
car les effets sont quand même clairement perceptibles. Le manque de sommeil, la surbouffe, les additifs alimentaires, le grignotage, le stress chronique, les polluants, les ondes variées. On va dire qu'il y a 2 générations de cela à peine, ces agressions n'existaient pas. Tout ce que je viens de citer n'existait pas il y a 2 générations. Aujourd'hui, on les cumule de manière absolument exponentielle. Donc il est bon de se poser la question de quel cocktail cela représente pour nos organismes et à quel point notre système physiologiquement peut s'adapter. Alors plutôt que d'accabler la fatalité sur notre état de fatigue, le monde dans lequel on vit, ou de blâmer la société ou le travail et les rythmes effrénés, conviendrait plutôt, si les solutions ne sont pas amenées de l'extérieur, de trouver nous-mêmes les ressources, de nous responsabiliser et de savoir au quotidien nous mettre en retrait de certaines stimulations nocives qui nous privent de notre énergie réelle. Et là, on accéderait au véritable repos et on va dire à l'écoute intime. Mais pour cela, il va y avoir 2 choses absolument fondamentales. La première, c'est une certaine connaissance de la nature de ces éléments perturbateurs qu'on vient de présenter en partie, donc c'est de s'informer. Alors là, j'ai lancé des pistes, on n'a pas surdétaillé, mais c'est à chacun de voir dans son quotidien quelles sont les formes de privation de repos, au pluriel, qui sont générées, et de s'informer dessus, avec écoute et ouverture. Et puis, la deuxième chose, ça va être surtout d'avoir une bonne connaissance de soi, de ses ressentis, de ses réactions face aux situations, je dirais quelles qu'elles soient, et surtout une écoute attentive de ses besoins.